Studio Balado. J'ai plus été capable de sortir de mon lit en fait. Je voulais me lever pour aller travailler et là, vraiment j'ai été prisonnière de mon corps. Il a dit non. Fatima, elle a une phrase qu'elle répète souvent. D'ailleurs, elle dit « Toutes les larmes des mères sont les mêmes ». Je ne pensais pas en termes de camp adverse, je pensais en termes de mère à mère en fait. BXL 1001 vies. Un podcast de Camille Loiseau et du Studio Balado. Des récits de ville en miroir. Une rencontre entre deux personnes qui ne se connaissent pas et qui ont au moins une chose en commun. Un lieu, à Bruxelles. À vous de deviner lequel. Épisode 8. La réconciliation de Rose et Sophie. Chapitre 1. L'Olivier. Peut-être vous souvenez-vous de où vous étiez le 11 septembre 2001, alors que deux avions percutaient les tours jumelles du World Trade Center, à New York. Peut-être que vous vous souvenez également de ce que vous faisiez le 13 novembre 2015, alors que la ville de Paris était touchée par les attentats les plus meurtriers de son histoire. Ce phénomène mémoriel a un nom, les souvenirs flash. Ils surviennent principalement dans le cadre d'événements traumatisants. Ils s'inscrivent au croisement de la mémoire individuelle et de la mémoire collective. L'événement dont il est question ici fait partie de cette catégorie. C'est pourquoi j'aimerais vous prévenir. Même si nous sommes allés chercher la beauté, l'écoute de cet épisode pourrait s'avérer difficile. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions et n'hésitez pas à arrêter la lecture, si besoin. Et maintenant, place aux concernés. C'est pas une ligne que j'emprunte vraiment très très souvent. Le plus souvent, je prends le bus ou je marche. J'y repasse un peu par la force des choses, mais je n'ai plus cette boule au ventre que j'avais au début. En fait, au début, j'essayais de l'éviter. Et puis très vite, je me suis rendu compte qu'en vivant toujours dans le quartier, c'était impossible. Je trouve ça super cafardeux, le métro, en fait. Mais je ne peux pas m'empêcher, chaque fois que je passe, d'avoir un petit pincement qui est moins vif que les années passant, mais il est toujours là. Je pense que cette station aura toujours un lien particulier avec ma vie, même si aujourd'hui, j'ai intégré que ça faisait partie de moi. Je pense qu'à l'étage, on m'a dit qu'il y avait une fresque ou quelque chose qui rappelle le 22 mars, mais je n'y suis jamais allée. Je regarde toujours, parce qu'en fait, il y a une peinture, un dessin, et en fait, on a reçu des exemplaires de son dessin, et oui, du coup, à chaque fois que je passe, je vois toujours cet Olivier. Bon, après, je l'ai dans mon salon aussi, donc c'est quelque chose que j'ai intégré, mais ça reste... et je vois certains noms qui sont devenus, du coup, familiers, puisque j'ai pu rencontrer les parents, les frères de ces personnes qui elles, n'ont pas survécu, quoi. Je m'engouffre à mon tour dans la bouche de béton béante, au pied des tours vitrées. Rapidement, je tombe nez à nez avec l'olivier. Ses branches noires, comme dessinées à la hâte, font écho au rythme des passants et passantes. Pressés. Je sors mon micro et, alors que je commence à lire à haute voix les noms repris sur les murs, une faille se crée. Maï Atlegrim, Aline Bastin, Yves Sibouibois-Siyombo, Mélanie Defize, Olivier de l'Espèce, David Dixon, Sabrina Esmaël Fazal, Raghavendran Ganezan, Léopold Hecht,
Loubna Lavkiri, Gilles Laurent, Marie Lecaille, Janina Panasevich, Patricia Rizzo, Johan Van Steen, Lauriane Vizard. Les gens s'arrêtent, me fixent le mur. Je souris car je le sais bien, tendre le micro, c'est révéler. Chapitre 2. Les personnages. J'ai eu un coup de téléphone. J'ai très vite compris. C'est une jeune fille qui m'a dit voilà, j'étais dans le métro avec votre fille et je vais vous la passer. Quand j'ai reçu ce coup de téléphone, je me suis assise par terre. Je ne pouvais plus tenir debout. Et après, je me suis demandé si c'était parce que mes jambes ne me portaient plus ou si c'était pour être au même niveau qu'elle. Et puis on est parti très vite. J'ai une collègue qui m'a conduit à Bruxelles. Je m'appelle Sophie Pierson. J'ai 2 filles. Je travaillais dans un musée d'art contemporain et je suis retraitée depuis peu. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours connu Sophie avec les cheveux courts, des boucles d'oreilles et le tempérament bien ancré. Je l'ai rencontrée dans le cadre professionnel, il y a plus ou moins 10 ans. Les années passant, nos échanges se limitaient désormais à un sourire poli sur le quai de la gare. Après tout, on ne se connaissait que très peu. Pourtant, quand je lui ai proposé de se raconter, elle a accepté, sans hésiter. Au cœur de l'hiver, nous nous sommes retrouvés chez elle autour d'une tasse de thé fumante et, rituel oblige, de quelques chocolats. Pour moi, c'est une tristesse plus grande que si on m'avait dit elle a eu un accident de voiture. Parce que c'est des humains qui ont mis une bombe, donc on se dit oh là là, quel monde. Au-delà de la douleur, de savoir que son enfant est blessé, il y a cette tristesse de dire comment en est-on arrivé là, quoi. Il m'a fallu du temps, en fait, pour intégrer que c'était un acte intentionnel. Pendant longtemps, je disais juste que c'était un accident. C'est mon psy qui me rappelait que c'était délibéré, qu'on avait essayé, un peu, oui, de nous faire du mal, en fait. Et ça, pour mon cerveau, je pense que c'était quand même... C'était inconcevable, en fait. Je m'appelle Rose, je suis bruxelloise et j'ai 36 ans. Le 22 mars 2016, je me trouvais dans le métro qui a explosé dans cette station. Ce que je découvre en premier chez Rose, c'est sa voix. Douce, mais affirmée. Au moment de la rencontrer, les contrastes se confirment. Rose prend son temps, mais je sens son urgence de dire. Et pour cause, ces mots sont restés longtemps enfouis en elle. C'était pas évident au début, en fait, de pouvoir mettre des mots sur ce que je ressentais, parce que d'une part, je n'avais pas été habituée à verbaliser, que ce soit mes émotions ou mes sentiments, et deuxièmement, parce que je savais pas ce qui se passait, je comprenais pas, en fait. Parmi les mots qu'elle a du mal à poser, il y a celui de victime. Finalement, maintenant, je le dis, oui, je suis une victime, mais à ce moment-là, c'était vraiment... j'associais le côté victime avec le côté larmoyant, et je voulais pas me définir comme ça, en fait. Chapitre 3. Maître des mots. J'étais pas blessée, en fait, et donc tout était censé aller bien. Et en y réfléchissant un peu plus en détail, je me suis rendu compte qu'en fait, la station de métro avait été détruite. Et donc, littéralement, le béton avait cédé. Et que donc, si le béton avait réussi à céder, mon corps ne pouvait pas s'en être sorti, je vais dire, indemne, entre guillemets.
C'est vraiment en travaillant et vraiment sur le moyen, voire long terme, que vraiment là, j'ai réussi à mettre des mots et aussi même en faisant des analyses plus poussées, en fait. Que là, on a commencé avec les médecins à constater les dérèglements qu'on ne voyait pas a priori et on me disait oui, mais tout va bien. Et c'était toujours oui, j'ai pas perdu de jambes, j'ai pas perdu de bras, donc tout doit bien aller. Dans mon cas, en fait, ça a été un taux de cortisol beaucoup trop élevé. Cortisol, c'est l'hormone du stress, en fait. Et donc, ça envoie un signal au corps qu'il est en danger. Et en fait, le corps va arrêter de produire les autres hormones. Toute l'énergie va être mobilisée pour la survie. J'ai développé ce qu'on appelle une hyperacousie. Donc, c'est une hypersensibilité au bruit. En fait, me retrouver dans un environnement bruyant me demande beaucoup d'énergie. Des activités qui peuvent sembler anodines pour certaines personnes, pour moi, elles deviennent juste vite insupportables, en fait. Il y a des bruits qui m'effraient encore. Je me souviens, il y a quelques années, je me suis retrouvée près d'une manif et à un moment, j'ai entendu le bruit d'un pétard et là, j'étais tétanisée. C'était vraiment... j'ai commencé à courir pour rentrer chez moi au plus vite, quoi. Le système tel qu'il est, en fait, fait qu'on voit pas, en fait, ce qu'on appelle maintenant... Enfin, je pense qu'on dit de plus en plus les blessures de l'âme ou les blessures invisibles, les blessures psychiques. La blessure invisible dont parle Rose porte un autre nom, le syndrome du stress post-traumatique. Initialement diagnostiqué chez les vétérans de guerre, il peut se manifester chez toutes les personnes ayant vécu un traumatisme sévère. Ses formes sont multiples. Moments de panique, phobie des transports, pensées suicidaires ou hypervigilance. Si la plaie est absente et les bilans des victimes incomplets, la blessure, elle, est bien réelle. Pour pouvoir la soigner, il faut d'abord la légitimer. Donc oui, la première année, vraiment, j'ai continué ma vie normalement. Je sais pas si c'est juste l'éducation où il y a aussi, en tout cas, tout ça, que je sais pas, l'éducation, l'environnement faisait qu'il fallait que je continue à avancer. Et oui, je pense que c'était le 17 mars 2017. J'ai plus été capable de sortir de mon lit, en fait. Je voulais me lever pour aller travailler. Et là, vraiment, j'ai été prisonnière de mon corps. Il a dit non. Et ça a été comme ça pendant aussi presque 6 mois, en fait. C'est dès que je pensais à retourner bosser, mon corps se figeait, quoi. Je suis allée dans cette association qui s'appelle Retissons du lien, où ils ont réuni des victimes, des parents de jeunes engagés dans l'idéologie djihadiste, dont certains sont morts, en Syrie notamment. C'est comme ça que moi j'ai rencontré Fatima. En voyant la douleur que moi j'avais de voir mon enfant blessé et qui est passé à un cheveu de la mort, j'ai pensé à ces mères-là. Personne ne peut les consoler ou peu, alors que nous, on était humainement très très entourés, qu'elles, il y avait quand même la honte, il y avait la culpabilité. Je ne pensais pas en termes de camp adverse, je pensais en termes de mère à mère, en fait. Fatima, elle a une phrase qu'elle répète souvent. D'ailleurs, elle dit « Toutes les larmes des mères sont les mêmes ». Quand je suis allée à la première réunion, il y avait trois mamans, et j'étais très très émue de les voir. Et puis Fatima, on a eu, elle dit, c'était un clic entre nous, et ça tout de suite, je me suis dit, c'est à elle que j'ai envie de demander. Dans les mots de Sophie, la frontière entre amour et amitié s'atténue.
Je lui demande alors si elle est d'accord de me faire le portrait de cet être aimé. Elle a des cheveux qui changent de couleur de temps en temps. Elle est très gourmande, très très gourmande, donc elle est un peu ronde. Il faut savoir que Fatima adore le chocolat. Si elle pouvait, je pense qu'elle ne mangerait que du chocolat. Et elle boit énormément de café. Elle est très belle, qu'elle a un sourire merveilleux, qu'elle transporte où qu'elle soit. Il y a toujours quelque chose qui l'attire vers la vie. C'est cette capacité à rester en vie quoi qu'il arrive, quoi. Son fils, il est parti à l'âge de ses 18 ans, le jour de ses 18 ans, et elle n'a rien vu venir. Elle raconte qu'il priait davantage, qu'il mettait une djellaba, mais elle voyait ça plutôt comme un signe comment il faut dire, de sagesse de la part de son fils, en disant il est sur le bon chemin. Voilà, il prie pendant ce temps-là, il fait pas de bêtises. En fait, il préparait son départ. Et elle a retrouvé un mot, une lettre qui disait qu'il était parti en Syrie pour aider le peuple syrien. Au départ, il est parti, je pense, en 2013, mais c'est vraiment les premiers départs. Et Fatima dit qu'elle pense que son fils était vraiment sincère quand il est parti. Et puis, arrivé là, la réalité a été très différente. Et il était embrigadé dans le djihad, en fait. Comme elle dit, je suis devenue la mère d'eux. C'était pas Fatima avec tout ce qu'elle a, mais la mère d'un terroriste, la mère d'un djihadiste. Chapitre 4. Transmettre. C'est ce livre qui a fait naître notre amitié, parce que tout de suite elle m'a dit oui, puis moi j'ai été la voir à Anvers, et puis on a parlé, je lui ai expliqué comment je voyais les choses. Je pensais qu'on allait écrire chacune de notre côté, puis mais Fatima n'aime pas, elle est vraiment dans l'oralité, elle n'aime pas écrire, donc j'ai retranscrit nos conversations, que parfois j'enregistrais. Puis je réécrivais quand j'étais à la maison. Mais donc on s'est vu beaucoup, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Soit elle venait à Bruxelles, soit moi j'allais à Anvers. Et souvent, elle me donnait rendez-vous à Anvers dans un endroit où on pouvait manger des pâtisseries, des douceurs. Et la fois suivante, je lui lisais ce que j'avais écrit. Ça a été comme ça un va-et-vient assez simple. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ça a été... comme deux amis qui se rencontrent et qui se disent finalement si on écrivait notre histoire. Elle vit à Anvers, moi à Bruxelles. On n'a pas les mêmes vies, on n'a pas les mêmes amis, les mêmes centres d'intérêt même. Donc je pense pas que nos routes se seraient croisées ailleurs que au milieu de ce chaos. Entre Fatima et moi, il y a quelque chose d'inconditionnel, de très fort et d'inconditionnel, oui. De cette histoire d'amitié, Sophie et Fatima ont tiré un livre intitulé « Couvrez-les bien, il fait froid dehors ». En voici les dernières lignes. Nous sommes le 22 mars. C'est la date choisie pour clore notre récit, Fatima. Nous nous serons arrêtés ensemble sur les sillons de nos vies, sans tabou, dans une limpidité, une confiance inouïe et une absence totale de jugement. Il y a cependant, entre ces lignes, des blessures secrètes, des espoirs déçus, des joies inavouables, des parts d'ombre, des amours et des désamours, des beautés indicibles, des colères tues, des drames inracontables présents au cœur de nos conversations et que nous décidons de taire. S'il reste des secrets, nous espérons qu'ils auront la force des rivières souterraines. Il y a des histoires derrière les histoires,
et des silences qui ont le poids des mots. J'étais dans cette boîte-là depuis 3 ans. C'était un boulot assez analytique, très corporate. Est-ce qu'on peut dire que j'aimais ce que je faisais ? Pas vraiment, mais je gagnais bien ma vie. Et puis j'avais, oui, tous les avantages, la voiture, les chèques repas, enfin vraiment on va dire la vie de corporate girl que pendant mes études j'avais imaginé, rêvé, enfin en tout cas c'était la meilleure option quoi. Et puis en fait je me souviens que le jour des attentats je me suis dit purée, si j'étais morte ce jour-là, on aurait pu littéralement écrire sur ma pierre tombale que j'étais morte en me faisant chier. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Maintenant, je suis esthéticienne. Donc vraiment, ça a été un changement total. Parce qu'en fait, justement, en travaillant sur mon corps et en apprenant à prendre soin de mon corps et à voir en fait comment le fait de prendre soin de mon corps m'aidait à aller mieux, je me suis dit, mais c'est ça que je veux transmettre aux gens. En fait, je veux que les gens, en venant chez moi, qui se sentent bien, en fait, qui se sentent allégés et vraiment, et qui puissent se reconnecter. En fait, la société dans laquelle on évolue, pour moi, en fait, fait qu'on se déconnecte de notre corps, parce que j'ai été dans cette situation où je n'écoutais pas mon corps. Franchement, si j'avais écouté mon corps ce jour-là, je serais pas allée travailler. Et je me serais pas retrouvée... Après, avec des si, on refait le monde, mais je me souviens que ce jour-là... Enfin, pas je me souviens, ce jour-là, je ne me sentais pas bien. Et mon corps me disait de rester chez moi. Mais je ne l'ai pas écouté. Et aujourd'hui, vraiment, pour moi, c'est capital, en fait, d'écouter mon corps. Et je veux pouvoir modestement aider d'autres femmes à en faire autant, en fait. Sous le pont, à l'extérieur de la station, on peut lire « Forget, End ». Le deuxième mot est manquant. Sans doute un projecteur défectueux. Après quelques recherches, je trouve la fin de la phrase. « Remember. Forget and remember ». Il s'agit d'une installation lumineuse créée par une artiste plasticienne bruxelloise en 2014. 2 ans avant les attentats. Un frisson me parcourt en même temps que de nombreuses questions. De quoi se souvient-on ? Et qu'est-ce qu'on décide d'oublier ? Quelles traces la ville conserve-t-elle ? Et surtout, comment se reconstruire sur les ruines passées ? Je n'ai pas de réponse, mais je suis sûre d'une chose. Le temps d'un instant, le souvenir des disparus peut les ramener à la vie. Merci à Rose et Sophie pour leur confiance. BXL 1001 vies, un podcast de Camille Loiseau, produit par le studio Balado, avec le soutien de la ville de Bruxelles et en partenariat avec BX1. À la réalisation, Michel-Ange Vinti. Générique original et mixage, David Federman. Direction de casting, Caroline Renaudière. Production, Michel-Ange Vinti et Julien Barbier, assisté de Shaima Haji. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, commenter, liker, laisser des étoiles, bref, à en parler autour de vous.